Bonjour tout le monde. Bonjour. So welcome back everybody. Our next presentation will be in French, although the slides will be in English so you can follow. And will be given by Mr. Timothy Spur from Giro. Donc la prochaine présentation sera donnée par Monsieur Timothy Spur de Giro. Monsieur Spur détient un doctorat en génie civil de Polytechnique Montréal. Il est aussi gestionnaire de produits chez Giro. Grâce à sa formation avancée en génie civil et à son expérience en modélisation de plus de 15 ans, il contribue à définir la vision stratégique des modules astuces de planification du réseau. Tim a agi en tant que conseiller expert pour d'importantes agences de transport canadiennes et en tant qu'ingénieur en modélisation pour la Ville de Montréal. Durant ce parcours, il a conçu des modèles de prévision de la demande et de correspondance modale. Monsieur Spur, la parole est à vous. Merci beaucoup, Jean-François. Je veux aussi remercier Ivado pour l'invitation et tout le monde qui m'écoute ce matin. Merci d'être là. Le titre de ma présentation en français, ce serait la simulation des déplacements bimodaux pour la planification du transport en commun. Et sans plus attarder, je me lance là-dedans. Donc, d'abord, quand on parle de déplacements bimodaux ou multimodaux plutôt, qu'est-ce que je veux dire, puis pourquoi on devrait s'y intéresser? Et un déplacement multimodal, c'est un déplacement fait par une personne, mais empruntant une combinaison de modes publics et privés. Donc, par exemple, de prendre son auto de chez vous, de chez soi pour aller prendre le train. On prend l'auto pour stationner à la gare, puis on termine le déplacement en train. On se rend à destination en train. Ça, c'est l'exemple classique. Mais ce qu'on observe depuis quelques années maintenant, c'est l'évolution de cette façon-là de se déplacer, notamment avec l'émergence des nouvelles services de transport comme les vélos en libre service, les nouveaux services de taxi comme Uber, et il y a même les trottinettes, les scooters électriques en libre service qui apparaissent dans les villes à travers le monde. Puis avec les applications sur téléphone cellulaire, puis le paiement automatique, ça ouvre toute une possibilité, toute une série de nouvelles possibilités pour les gens qui veulent se déplacer. Donc, ceci pourrait avoir un impact justement sur le transport en commun et l'impact peut être peut varier selon le contexte. Donc, on observe que ce genre de comportement multimodal, ça peut faciliter l'utilisation du transport en commun, surtout dans des endroits comme les banlieues à faible densité. C'est difficile d'offrir un service efficace. Donc, ça rejoint mon exemple d'entrée où une personne peut prendre son auto, par exemple, pour se rendre à la gare de train, puis ensuite prendre le transport en commun jusqu'à sa destination. Par contre, dans certains autres contextes, ça peut concurrencer le transport en commun classique. Donc, les déplacements en vélo libre service, par exemple, ça pourrait remplacer les déplacements en autobus. Donc, ça a un effet potentiellement important sur l'achalandage des services de transport en commun. Et c'est ce qu'on voit effectivement dans plusieurs villes dans le monde. L'arrivée de ces services de multimodalité, comme le bike share ou le Uber, ça peut déranger pas mal les façons de faire existantes. Et ça inclut les services de transport en commun. Puis le dernier point que je veux mentionner, c'est que typiquement, quand on fait de la planification des services de transport, on essaie de faire un minimum de prévision de la demande. Donc, pour comprendre quel serait l'impact sur les clients existants et potentiels sur les changements de service. Puis, ce genre de prédiction
à moins jusqu'à date, c'est assez difficile dans un contexte multimodal. C'est pas évident. Et qui exactement et dans quel contexte précis une personne va choisir de prendre son auto, de prendre son vélo pour aller au métro plutôt que de juste marcher, ou dans quel contexte il va décider de partager un automobile avec un voisin, avec un ami, avec un étranger. Donc, il y a un défi de planification à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que chez Giro, on veut, sans trop savoir vers où toute cette évolution va aboutir, on veut quand même essayer de suivre puis essayer de tranquillement adapter nos produits pour comme mieux aborder ce sujet. Et c'est un premier pas dans cette direction-là dont je vais vous parler dans cette présentation. Donc, le projet dont je vais vous parler, c'est une collaboration entre Giro et Exo. Donc, Giro, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un fournisseur de services de logiciels pour les opérateurs de transport en commun. Et nos logiciels, nos modules informatiques permettent aux opérateurs de mieux gérer, d'optimiser leurs opérations à plein niveau. Puis Exo, c'est un important opérateur de transport en commun dans la région de Montréal. Je pense que c'est la deuxième plus grande après la STM. Et ils sont également membres d'Ivado et ils ont une présentation plus tard aujourd'hui d'ailleurs. Et Exo, il s'occupe de services d'autobus en banlieue et des trains aussi dans la région, les trains de banlieue. Et donc, c'était quoi leur problème, leur défi à eux? Mais leur gros défi à court terme, c'est vraiment le projet REM, dont vous avez sûrement entendu parler. Donc, le REM, c'est un réseau de trains légers qui traverse la région de Montréal quasiment au complet. Mais un des parties du projet qui est particulièrement intéressant, c'est ce qui va arriver sur le pont Champlain. Ce que j'essaie de montrer ici. Actuellement, les autobus d'Exo, ils circulent dans les quartiers sur la rive sud de Montréal et ils ramassent des passagers, puis ils roulent directement vers le centre-ville en prenant la voie réservée sur le pont Champlain. Donc, c'est un service direct, porte à porte, entre l'origine et la destination. Et tout se fait par autobus. Lorsque le REM sera mis en service, normalement l'an prochain, mais les bus pourront plus passer sur le pont et ils seront obligés de se rabattre sur les gares du REM. Donc, Exo veut savoir ce serait quoi l'impact probable sur leurs utilisateurs et l'achalandage des services d'autobus. Et c'est une question un peu difficile parce que il y a ça peut aller dans plusieurs sens. L'arrivée du REM, puis la correspondance obligatoire pour les bus qui peuvent plus se rendre directement au centre-ville, mais ça ajoute une correspondance justement pour les usagers. Puis généralement, quand on ajoute une correspondance dans le parcours, mais ça réduit la popularité, l'attrait du service. Donc, ça pourrait, en principe, faire baisser l'achalandage. En même temps, la capacité des stationnements aux gares REM, la capacité est limitée. Donc, pas tout le monde pourra prendre leur auto pour aller au REM. Donc, il va forcément avoir certaines personnes qui vont rester dans l'autobus. Donc, ceci ferait augmenter ou minimalement stabiliser l'achalandage. Et troisième point, c'est que le REM, il sera quand même plus rapide que le bus existant. Donc, ça aussi, globalement, devrait
augmenter l'attrait du transport en commun. Donc, l'achalandage des services un peu partout sur la rive sud devrait théoriquement augmenter. Donc, nous avons deux facteurs qui feraient augmenter l'achalandage, puis un qui ferait le diminuer potentiellement. Puis, EXO veut essayer de quantifier dans la mesure du possible, ce serait quoi l'effet net de ces trois phénomènes. Puis je mentionne à ce moment-ci que ce que je vais vous présenter, c'est absolument pas une étude du projet REM ni une évaluation. C'est les tests qu'on a fait chez Giro de notre nouveau module dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc, ce sont pas forcément des vraies données, c'est certainement pas des vraies études. C'est ce que je vous présente, c'est une démonstration d'outils plutôt qu'une évaluation d'un projet. Donc, c'est justement, c'était quoi la contribution de Giro à la résolution de ce problème de EXO, mais nous offrons déjà comme partie de notre module de planification un outil qui s'appelle le simulateur d'impact clientèle, qui sert à simuler l'impact justement des changements de service sur les utilisateurs de ces services-là. Et l'outil sert aussi à estimer l'achalandage potentiel. Ce qu'on a fait pour EXO, c'est qu'on a ajouté une fonctionnalité permettant de tenir en compte jusqu'à une certaine mesure de ces déplacements multimodaux dont je vous parlais au début. Donc, on ne tient pas compte de tout, mais dans un premier temps, on intègre minimalement l'automobile et le vélo dans la simulation des services planifiés. Et l'outil permet de quantifier l'effet de modification de service sur ce genre de comportement-là. Le modèle en tant que tel, il va falloir que je saute plein de détails à cause du temps, mais essentiellement, il faut qu'on simule deux choix. Un choix de mode, donc le choix de se déplacer en transport en commun régulier ou en transport en commun bimodal. Et pour ceci, on adopte une approche probabiliste. Et ensuite, il y a le choix de chemin qui inclut un choix de stationnement si on est en bimodal. Et pour ce choix-là, on se base sur une approche de chemin le plus court. Je mentionne quelques éléments importants puis quelques limitations dans notre modèle. Donc, c'est une affectation de déplacement basée sur horaire. Donc, le modèle prend comme données entrantes les données et les horaires complètes de tous les services de la région. Pour simuler les stationnements incitatifs aux gares, on permet à l'utilisateur d'appliquer des pénalités qui varient dans le temps selon l'heure à laquelle le stationnement se remplit. Ensuite, le choix d'être en transport en commun normal ou en transport en commun ou en bimodal, multimodal, dépend des coûts de déplacement en bimodal. Vu que c'est une première étape et c'est quand même très complexe comme défi, il y a quelques limitations importantes. Les capacités des stationnements ne sont pas des contraintes strictes. On ne considère pas non plus les conditions de congestion routière, au moins pas explicitement. On se limite à l'heure du point du matin, la période de pointe du matin, en se disant que les choix du matin contraignent les choix d'après-midi. Si vous avez stationné votre auto à la gare de train le matin, mais vous avez un peu pas le choix de venir le chercher l'après-midi. Donc, vous allez rebrousser le chemin et faire la même chose le soir, mais en sens inverse. Et enfin, l'algorithme n'est pas itératif et ceci nous évite des problèmes liés à la convergence et des solutions multiples et ainsi de suite. Donc, on a développé notre module, puis on voulait le tester pour s'assurer qu'il est sensible au phénomène qu'on veut
analysés. Et pour ce faire, on a pris un cas test. Donc, c'est pas le cas du pont Champlain, mais plus le cas du train Vaudreuil dans l'ouest de l'île de Montréal. Puis, je mentionne encore une fois que ce que je présente ici, c'est pas une étude du projet en tant que tel, mais vraiment juste un test d'outils informatiques. On avait quand même quelques données. Donc, évidemment, les horaires détaillés pour toute la région qui sont déjà dans Astuce et de l'information sur 14 stationnements incitatifs sur la ligne de train Vaudreuil avec des capacités approximatives. Ensuite, on avait presque 3000 déplacements observés des utilisateurs du train Vaudreuil et les données proviennent de différentes enquêtes, des enquêtes téléphoniques, des enquêtes sur papier à bord des trains. Et avec tout ça, on a pu générer quelques résultats que je vais passer assez rapidement. Avec ces données-là, on peut générer un modèle probabiliste de choix. Et je vous épargne encore tous les détails, juste pour noter que le modèle, je ne sais pas si vous voyez mon souris, mais il n'est pas si mal. Il reproduit correctement environ 76% des choix observés. Mais il surestime un peu la probabilité d'être en multimodal. Mais c'est pour une démonstration de la faisabilité de l'approche, c'est pas si mal, même si on pourrait obtenir des meilleurs résultats en modifiant davantage certains paramètres du simulateur. Ensuite, on a monté 4 scénarios de test pour justement évaluer la sensibilité du simulateur. Donc, dans un premier scénario, on ne fait pas de choix modal, pas de diversion. On coupe chaque déplacement en deux. La moitié est en transport en commun classique, l'autre moitié en multimodal. Dans un deuxième temps, on applique le modèle de choix. Dans un troisième scénario, on ajoute par-dessus les pénalités de stationnement selon l'occupation. Et finalement, on ajoute le projet REM pour s'assurer que l'ajout de ce service aurait l'effet attendu. Je vous présente les résultats, mais je pense pas dans le temps qu'on a, on pourra en parler vraiment en détail. Ce que je veux faire ressortir, c'est que la diversion, le choix modal, ça fait augmenter l'achalandage simulé pour la multimodalité. Et ça, c'est un peu normal étant donné la surestimation qu'on a vue tantôt. Mais la capacité, l'application des pénalités sur les stationnements, ça fait réduire la demande globale. Et c'est à ça qu'on s'attend. Puis, lorsqu'on ajoute le REM, mais globalement, l'achalandage, le nombre d'utilisateurs multimodal augmente, mais l'utilisation de la ligne de train Vaudreuil diminue. Et ça aussi, c'est selon nos attentes. Donc, aussi, les résultats détaillés générés par le simulateur permettent plusieurs visualisations potentiellement intéressantes. Donc, on peut afficher l'achalandage de chaque ligne sur une carte. On peut ensuite faire une analyse de l'utilisation des stationnements. On peut comparer leur occupation avec la capacité. Et on peut regarder aussi d'où proviennent les utilisateurs de chaque stationnement. Et finalement, vu que tous les résultats sont dynamiques et toute la simulation se fait sur horaire, mais on peut visualiser l'évolution de l'utilisation des services dans le temps. Donc ici, on voit le remplissage au fur et à mesure des stationnements. Puis le petit table ici montre l'occupation des trains qui circulent dans le réseau. Puis on peut suivre ça à travers toute la période de pointe du matin. Donc, grande conclusion, c'est que les tests démontrent que
le modèle est sensible aux phénomènes qu'on voudrait voir. Là. Les choix simulés de mode et de chemin sont en effet sensibles au niveau de service transport en commun et aussi au taux d'occupation des stationnements. C'est exactement ça qu'on voulait voir. Mais on continue à réfléchir sur la question. Une prochaine étape serait de tester les effets de tarification. Le module existant permettrait de faire ça. Ensuite, avec quelques bonifications, on pourrait aussi essayer d'incorporer la congestion routière, qui est quand même un facteur très important dans le choix modal. Ce serait bien aussi d'ajouter des fonctionnalités dans le logiciel qui permettraient l'analyse des résultats plus en détail. Et toujours en fonction des demandes de nos clients, mais on pourrait se diriger vers l'intégration plus complète de la multimodalité. Avant de terminer, je remercie Julien Grégoire et son équipe à EXO pour leur collaboration très étroite dans ce projet. Et je vous remercie tous encore pour votre temps ce matin. Merci beaucoup, M. Spur. J'inviterai les participants à poser des questions en utilisant là, le module dans Swapcard sur les questions. Pour débuter, ben, vous l'avez mentionné en conclusion, il reste des choses à faire. Selon vous, est-ce que, ben, d'une part, est-ce que les opérateurs sont prêts pour l'arrivée du REM et est-ce que les solutions sont en place pour les usagers? Est-ce qu'il reste du travail à faire? Est-ce que c'est très important ce qui reste à faire ou on est quand même assez prêt? Je peux pas parler pour les opérateurs, mais les connaissants personnellement et ayant travaillé dans le domaine, je suis certain qu'ils ont toutes les connaissances et l'expertise nécessaires pour une bonne intégration du REM avec les services existants. À Montréal, on est quand même assez fort en planification du transport en commun. On a beaucoup de données, on fait beaucoup d'innovation. Donc, je pense qu'on est bien positionné. Et du côté de, vous avez mentionné certains éléments qui pourraient rester intégrés. Est-ce que la météo, c'est un facteur qui pourrait influencer la multimodalité? On parle beaucoup d'exo, mais le rabattement sur les Bixi ou les autres modes de transport, la voiture, c'est protégé, mais quand il y a les aléas de la météo, est-ce que ça pourrait avoir un impact? J'imagine que oui. Il faut en effet toujours tenir compte du contexte local. Ce que j'ai vu, c'est que la multimodalité avec les vélos et les trottinettes et tout ça, l'impact sur le transport en commun a été surtout notable dans des villes où justement il n'y a pas d'hiver. Donc dans des villes américaines, par exemple, où il fait beau presque toute l'année, il me semble que l'arrivée de Uber et les Bixi et autres, ça a eu un effet beaucoup plus grand qu'à Montréal. Mais c'est un peu anecdotique ce que je dis là, mais c'est sûr que la météo, c'est un facteur qui joue à plusieurs niveaux. Je ne sais pas, j'ai une question un petit peu personnelle. Est-ce que je peux m'adresser à Timothy Spur et non à Giro ou Exo? Mais selon vous, les stationnements incitatifs, est-ce que c'est quelque chose qui doit être éventuellement reconfiguré ou si on continue à ouvrir, à faire de plus de place possible pour que les gens puissent arriver en voiture? C'est une question euh, délicate. Si je parle pour, je pense ce qu'il faut toujours faire, c'est poursuivre dans la mentalité un peu Ivado, là. Il faut bien comprendre les phénomènes qu'on est en train d'évaluer. Donc, le défi avec la multimodalité, les stationnements incitatifs, c'est que, en fait, tout ce qui touche à l'automobile, c'est qu'on mesure pas très bien
tous On les va, aspects. parce qu'on va perdre notre communication. Donc, j'inviterai les gens à échanger avec vous dans le module de SwapCard. Merci beaucoup.